Alors pour commencer, je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est que cette rencontre, c'est une volonté de la part de Jean-Michel et de moi-même pour parler aussi un peu de notre territoire et surtout de celui qui l'anime, en la personne, si on peut appeler ça une personne, puisqu'on appelle ça, pour nous c'est plus un principe, ce principe qui anime ce pays, en l'occurrence l'archange Saint-Michel, qui, vous savez, qui mis dans un miroir devient l'alchimie, puisque Michael, dans son miroir, devient l'alchimie, c'est-à-dire le grand transmutateur, celui qui transforme son énergie, évidemment, pour la sublimer. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Michel terrasse le dragon. Il ne tue pas le dragon, Saint-Michel. Il le soumet. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Jean-Michel Mousset, c'est l'archange ange Michel soumet. Hein. D'ailleurs, ah ouais, c'est ce que je lui ai révélé un jour quand il m'a dit tiens, je me suis marié, tu vois, dans l'église de Saint-Michel, Montmercure. Ben oui, déjà, tu étais rattaché à l'archange même par ton nom prédestiné quelque part ce rattachement. Et c'est vrai que nous ici sur les monts Mercure, parce qu'en fait Saint-Michel Mont-Mercure, c'est presque un pléonasme parce que Saint-Michel est en Mercure, hein, tout le monde l'a bien compris. C'est vrai que nous sur le mont Mercure, sur les monts Mercure, on a une vie tout à fait particulière. Peut-être que aussi on est rattaché à un sol granitique extrêmement puissant. Vous savez, un jour, pour parler de ce territoire, un jour je faisais un collectage auprès des personnes âgées, à l'époque où j'enregistrais les chansons et les musiques. Et j'étais dans le bas bocage vendéen, c'est-à-dire les terres un peu plus basses par rapport à là où on se situe. Et je tombe sur un ancien joueur de violon qui m'enregistrait des morceaux. Et je lui demande est-ce que vous connaissez des airs de ce genre-là? Et là, je prends mon violon et je lui joue un air. Et là, le gars, il me fait... Il avait plus de 95 ans. Hein. Moi, je collectais les personnes très âgées, celles qui pouvaient puiser la mémoire au plus loin, dans la transmission orale. Et il me dit, ah ben oui, ben là, mon gars, si tu veux des airs comme ça, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller là-haut, sur la queue du dragon, il joue comme ça. Je rentre chez moi avec ma bande son. À l'époque, on enregistrait sur des Tascam. David, des Tascam, t'imagines? Et c'est plusieurs années après, en réécoutant les collectages de certains informateurs, que cette phrase me revient en mémoire, quoi. La queue du dragon. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là-haut, sur la queue du dragon. Il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, il parlait du massif armoricain. Alors c'est intéressant parce que le massif armoricain, voyez-vous, il a sensiblement cette forme-là. Vous pouvez regarder, hein, la géologie est très parlante, sur les cartes, vous le verrez. Vous avez ici une protubérance, hein, comme ça, hein, d'accord. Voilà, comme ça part comme ça, hop, ça part comme ça, tac. Ça c'est le massif armoricain, comme ça. Ici, vous avez Yprésis, le nom préhistorique de la Loire. Là, vous avez la Bretagne. Et là, vous avez la Vendée, vous avez le Maine. Vous avez le Maine ici, le début de Normandie également. Tout ça, c'est le massif armoricain. Et il a vraiment cette forme comme ça. On voit le tracé, hein, il part comme ça. Et en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que nous, ici, on se trouve sur la queue du dragon. Effectivement, quand on regarde la carte géologique, il a cette forme zoomorphique d'un dragon. Vous avez ici l'œil du dragon, ici vous avez l'aile du dragon, et ici vous avez la queue du dragon. Alors c'est très intéressant, parce que ici vous avez Saint-Michel de Brasparts, ici vous avez le Mont Saint-Michel, et ici vous avez Saint-Michel Mont-Mercure. Et même s'ils n'ont pas inventé la pyramide, ils ont quand même gardé le plan. Vous voyez ? Ça, c'est quand même assez surprenant. Évidemment, la matrice de tout ça, elle se situe ici. C'est le ventre du dragon. Et comme par hasard, c'est le plus grand lac naturel de France, le lac de Grandlieu. Vous voyez, donc ça veut dire que site de transmission orale, un vieux monsieur me dit, là, sur la queue du dragon, on joue des airs comme ça, c'est que forcément,
et il avait entendu ça de lointaines sources, et que sans satellite, sans avion, on connaissait déjà finalement la physionomie du territoire sur lequel on vivait. Voyez ? Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet de comprendre aussi tous les liens culturels qui existent dans ce grand quart nord-ouest. Parce que je peux vous assurer qu'il y a un lien culturel très fort qui existe. Moi, j'ai collecté dans cette région la mémoire des personnes âgées, les chansons, les musiques, les tranches de vie, les contes, tout ça. Mais je suis allé aussi dans le Maine, je suis allé aussi en Bretagne, plutôt la Bretagne galaise, pas la Bretagne bretonnante. Et ce que je sais, c'est que ma grand-mère, qui était des montagnes noires, qui s'appelait Éléonore Le Gloanec, du pays Ficelle, me racontait quand j'étais gamin des histoires, alors elle parlait moitié breton, moitié français, hein, des histoires que j'ai collectées ensuite dans le marais breton vendéen, vous voyez, les mêmes histoires. Là, ici, par exemple, on danse des danses en ligne qu'on appelle l'avant-deux, mais on les danse aussi dans le Penthièvre, dans le nord de la Bretagne. On danse aussi en Vendée, etc. Oui, voyez. Il y a plein de liens culturels. Et la langue vendéenne, on la retrouve aussi dans le Maine, un peu en Normandie et dans la Bretagne galaise. On a le même vocabulaire, le même orthographe, et les mêmes prononciations, les mêmes choses pour dire. Et puis une langue très riche, évidemment, puisque la langue galaise ou la langue vendéenne, on la retrouve beaucoup dans l'anglais d'ailleurs. Alors, c'est vrai que si on veut étudier les vrais vestiges de cette langue d'Oï, c'est dans le marais breton vendéen qu'il faut venir. Parce que dans le marais breton vendéen, on a gardé un maximum de mots qui permettent de retrouver la source après en Angleterre. Par exemple, vous voyez, un maraîchin, donc moi je suis maraîchin, hein. Je suis de la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chaland, tout ça, quoi. Hein. Un maraîchin, quand il vous propose de vous asseoir, il vous dira « Mesdames, sit down là ». Sit down là deviendra le sit down des Anglais. Ou alors, quand il vous dit bonne nuit, il vous dit « À la bonne night qui vous souhaite ». Je vous souhaite une bonne nuit. Le good night deviendra le good night des Anglais. De même que de tradition, on sait que la coiffe des maraîchines se rabat sur les joues et on l'appelle la quichenotte, qui deviendra évidemment le kissnote. On n'embrasse pas. La coiffe qui se rabat sur les joues, on ne peut pas embrasser. Vous voyez, donc c'est un pays qui est très riche culturellement. C'est un vieux rêve aussi de Jean-Michel Mousset de réunir un petit peu cette nouvelle armorique pour essayer d'en faire un territoire qui pourrait recréer des liens commerciaux, culturels encore plus forts. Elle serait de renouer avec un territoire qui nous a vu naître et qui nous façonne, parce que la terre façonne aussi les êtres, malgré tout. Il y a l'esprit, certes, mais il y a aussi la terre. Hein? Alors, on dit que l'esprit, c'est souvent relié à la pensée. Vous savez, je pense en haut, mais je pense en bas, P-A-N-S-E. D'ailleurs, l'anagramme d'esprit, c'est tripe. Faut le savoir. Donc, vous voyez, en ce sens, quand on parle de l'archange Saint-Michel, il faut bien comprendre que l'ange et la bête ne sont pas ennemis. Ensemble, ils font le chemin. D'accord ? Il faut sortir effectivement de cette dualité qui nous fait voir d'un côté le bien, d'un côté le mal. Parce que si on continue à entretenir ça, on ne va jamais sortir de la diabole. Ah, bah tiens, la diabole, qu'est-ce que c'est justement ? Ça, c'est une discussion que j'avais eue avec un ami à moi qui... Est-ce qu'on doit le dire ici ? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Il a été radié par l'ordre des médecins. On discutait justement sur la langue des oisons. Alors, je précise bien, la langue des oisons, pas la langue des oiseaux. Ça, c'est une erreur de parler la langue des oiseaux, alors que c'est la langue des oisons. Vous savez, la langue des oisons, l'oison, c'est le petit de l'oie. Et d'ailleurs, il y a un hiéroglyphe fameux qui démontre, traduit par Champollion, hein, donc c'est une traduction ancienne, qui montre un pharaon, en fait, avec une oie, et on comprend dans la traduction que l'oie représente son âme. Donc, on parlait justement, effectivement, de la langue des oisons. Et moi, je lui disais, j'ai trouvé mon Graal, quelque part, au travers de l'étude du symbole. Et en fait, je lui explique comment. Il me dit, moi, je vais te rajouter quelque chose. Tout le monde connaît ça, évidemment. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu les choses. Ici, en fait, on a le serpent avec son œil, sa langue, et puis on a la coupe là.
Ça, on voit ça, hein, chez l'ordre des médecins, bon, etc. Alors évidemment, ici, on a la colonne vertébrale, vous comprenez bien. Ici, on a l'hypophyse, on a la glande pinéale, hein, et ici, on a la diabole. Alors, c'est quoi la diabole, en fait? C'est le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est le côté masculin, c'est le côté féminin. Mais en fait, c'est l'homme divisé aussi. Diabole. Qui donnera diabolem en latin. Hein, vous savez ce que ça veut dire. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on voit ça, on se dit donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'on est divisé, on a peut-être été divisé. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai interprété cette division au travers des idéogrammes de l'astrologie. Alors je lui dis oui, et puis il me dit là, tu as trouvé ton Graal, il est là. Oui, mon Graal, il est là, puisqu'il représente en fait le symbole. Et oui, c'est-à-dire que dans la langue est cachée une multitude de petites choses qui nous permettent de saisir différentes strates qui nous cachent parfois des choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Tenez, quand un peintre vous présente son œuvre, très souvent on voit ça dans les œuvres contemporaines. J'ai rien contre les œuvres contemporaines, mais très souvent, on perçoit dans une œuvre contemporaine une œuvre qui provient du mental, de l'intellect, et non pas de l'inspiration. C'est totalement différent. L'inspiration, c'est je prends action, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire je prends dans les tranches subtiles. Vous avez bien compris, quand je dis sion, tout ça, ça reste dans le domaine du symbole, mais l'inspiration, c'est ça. Je prends. Et l'expire, c'est ce que je restitue. Ça, c'est très important. Donc, une œuvre contemporaine, on peut tout de suite imaginer si c'est une œuvre qui provient du mental, de l'intellectuel. Généralement, elle est froide et on ne la comprend pas. Et par rapport à une œuvre d'inspiration qui puise ses énergies dans le tout créé. Pourquoi ? Parce que si le peintre commence à mettre des mots sur son œuvre, alors vous pouvez facilement identifier sa provenance. Parce que l'harmonie, A-R-T, M-O-T, N-I-E. L'art nie les mots. Si vous êtes obligé d'argumenter votre œuvre artistique, alors elle est tout à fait personnelle. En ce sens, ne voyez jamais dans le poète un talent ou un génie quelconque. Personnellement, je réfute ça. Je pense qu'au contraire, le poète est alimenté à la source de l'éternel. Et je crois que, si on veut être d'ailleurs moi, personnellement, j'écris, je me lève la nuit, j'écris. Vous n'allez pas me dire que je suis au boulot, là. Non, je me lève et j'écris. Souvent, ça gêne Fanny, mais j'allume et j'écris. Et même des fois, je ris. La plupart des scénarios où j'écris des spectacles qui ont super bien marché, c'est souvent la nuit que je les écris. C'est-à-dire, je me lève et j'écris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une source. J'ai réussi à me connecter à une source. Connais-toi toi-même, j'ai envie de dire, connecte-toi toi-même. C'est bien plus juste. Si on se connecte à la source, alors vous recevez, vraiment. Alors après, évidemment, il y a différentes sources. Il n'y a pas qu'une source. Les sources puisent à la même source, mais il y a différents courants, vous voyez. Et c'est pour ça que les pensées sont... On verra bien, les pensées, c'est des choses très informes, qui nous échappent parfois, et qui s'endorment, qu'on peut saisir et remettre en forme. Ça, c'est intéressant. Alors après, évidemment, dans les pensées, il y a aussi, quand elles descendent en nous, elles passent par un tas de filtres que nous avons. Et l'idéal, c'est de faire le vide en soi. Moi, les plus belles trouvailles que j'ai faites, ça a toujours été dans des silences intérieurs. Je donne un exemple que vous découvrirez demain, d'ailleurs, dans le spectacle que j'ai fait pour l'abbaye d'Ognols sur l'Autise et qui sera joué chez Jean-Michel, ici au Château du Bognard demain. Je marchais parce que j'étais sur mon pupitre depuis un bout de temps. J'étais en train d'écrire une histoire de Richard Cœur de Lion. Et dans mon scénario, pour moi, Richard Cœur de Lion, c'était une sorte de héros ascensionnel, comme se plaît souvent à le dire mon père spirituel, Michel Vital de Bossé. Arthur est un héros ascensionnel. Richard Cœur de Lion est un héros ascensionnel.
j'écrivais donc Richard Cœur de Lion, je le vois comme Lancelot. Et j'écris ça, j'écris pas ça. Je dis, voilà, je vais écrire ça. Richard Cœur de Lion, je le vois comme Lancelot. Donc dans mon scénario, je vais mettre Richard Cœur de Lion et héros ascensionnel à l'instar de Lancelot. Et j'écris Arthur. Je dis, ah ben non, ben non, j'ai voulu mettre. Je raye Arthur, je remets Lancelot. Et d'un seul coup, je me suis dit, attends, si ça se trouve qu'il incarne Arthur. Et puis après, je me suis dit, mais non, je pense qu'il incarne Lancelot quelque part, et il a un petit côté chevalier errant au début. Et là, je prends conscience qu'en fait, on vient de me dire quelque chose. Sur les plans subtils, on vient de me dire quelque chose. D'abord, il faut y croire. C'est la première étape. Hein. Et je me suis dit, bon, allez, laisse tomber, tu vas faire une marche méditative. Et je pars. Et je rassemble toutes mes idées, c'est-à-dire en fait tout ce qui a fait mon bagage pour écrire ce scénario, tout ce que j'ai acquis comme savoir. Et je cherche. Mais il incarne qui? Richard Cœur de Lion. Il incarne Lancelot ou il incarne Arthur, le roi? Mais il incarne les deux. Je me dis, il incarne les deux. Mais comment il incarne les deux? Pourquoi il incarne les deux? Quelle indication quel argument je pourrais mettre dans mon scénario pour dire que Richard Cœur de Lion incarne à la fois Lancelot et Arthur, sans qu'aucun historien vienne me dire c'est du fantasme d'artiste et tout ça. Et là, c'est la révélation. Pour moi, ça rentre vraiment dans les plus beaux exemples de ce que j'ai pu vivre. Et là, parce que je cherchais, je vais dire, bon, est-ce que c'est par sa mère, Aliénor, c'est la lumière, non, c'est pas ça. Et il a été prince de Chypre à un moment donné, il a revendu ça aux Lusignan, c'était bien pratique, il s'est fait du pognon, mais il s'est fait arrêter au retour. Et au retour, c'était quoi le donjon? Il était prisonnier déjà. Et d'un seul coup, je cherche Bérengère. Et comme j'ai quelques notions en vieux germanique, Bérengère, c'est sa femme qui lui donne cette légitimité. C'est par sa femme, choisie par sa mère, Aliénor d'Aquitaine, que Richard Cœur de Lion va incarner à la fois Lancelot et Arthur. Pourquoi? Parce que Bérengère, vous avez Bérène qui veut dire ours, et là, Jean-Michel, Michel, tu vas pas me contredire là-dessus, Bérène, c'est ours, et l'ours, c'est Arturus. La constellation de la Grande Ourse, c'est la constellation d'Arthur. L'ours, c'est Arthur. D'ailleurs, quand vous allez au palais Jacques-Cœur, à Bourges, vous avez l'ours avec un bouclier, l'ours avec une armure, l'ours en train de séduire une dame, c'est Arthur, ni plus ni moins. Et Djerle, vous savez ce que ça veut dire, Djerle en vieux germanique? Djerle, lance. Or, qui est Lancelot? Le plus grand chevalier par excellence, c'est-à-dire celui qui excelle à la lance. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai le Graal. Oh, s'y va, t'as le Graal. Oh, tu vas boucher rouge, t'as le Graal. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si on s'abandonne quelque part, en se disant qu'on est créateur de rien, on est simplement connecté, on est une source connectée. Paf, on est arqué comme ça, on reçoit ici, on transmet en bas. Et ça, je vais vous en donner la preuve par la fabrication d'un instrument de musique. Car pour certains d'entre vous, vous savez, j'ai eu une carrière pendant près de 35 ans de chanteur et d'instrumentiste, polyinstrumentiste. Musicien qui ne dit pas de gros mots. Ah, peut-être qu'écrire en plus gros, non? J'échange de feuille alors. On a le droit dans le budget? Je vais de la scène, hein, vous avez vu? Ah bah non. On a budget limité. J'ai droit à une demi-feuille. Autrefois, le chevalet était appelé aussi le chevalier dans un instrument de musique. Le saviez-vous? Pourquoi? Parce que le chevalet de l'instrument, d'une vielle d'archet, plus près de nous d'un violon, ou d'une vielle à roue, ou d'une viole de gambe, il a cette forme-là, le chevalet. Vous voyez? En gros, hein. Allez, hop, comme ça. On l'appelait aussi le cavalier. Et pour cause. De profil, on va dire, il est comme ça, le chevalet. Vous voyez, hop, tac, tac, tac.
quoi sert le chevalet sur un instrument de musique? Eh bien, le chevalet, sur un instrument de musique, il sert à accueillir les cordes qui se posent dessus. Voyez, les cordes se posent sur le chevalet. Elles prennent appui sur le chevalet. Après, les cordes, on les tend avec des clés, vous voyez, sur lesquelles s'enroule la corde. Après, la corde, elle est reliée à un cordier, comme ça, attaché là, et le chevalet repose sur ce qu'on appelle une table d'harmonie. Voyez, la table d'harmonie, elle est faite dans un bois extrêmement léger. Généralement, c'est du pin, puisque c'est un bois une fois sec qui permet une bonne résonance. Et donc, la corde, quand elle vibre, elle transmet sa vibration au chevalet, qui restitue cette même vibration dans une caisse de résonance. En fait, vous avez ici la création. Vous savez, dans la traduction hébraïque, c'est pas au début était le verbe s'est fait chair, au début était le son, et le son a créé la forme. Alors voilà. Voilà, oui, parce que la lumière est née du son, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, au Boignard, on n'a jamais fêté la fête de la musique le jour de la fête de la lumière. On ne s'y trompe pas, on conserve les rythmes, très important. Sinon, on se dilue n'importe où, sinon. Donc, la vibration est transmise, là, à la table d'harmonie, et ensuite amplifiée par la caisse de résonance. Ce qui veut dire qu'en fait, le son, ici, la vibration, en transmettant l'information, parce qu'il s'agit bien, ici on est sur de l'informe, parce que si vous faites vibrer une corde sans qu'il y ait de chevalet ou de chevalier ou de cavalier, et sans qu'il y ait de caisse de résonance, vous n'avez rien. C'est comme dans l'espace, c'est rien. Donc il faut, pour faire descendre le royaume de Dieu sur terre, il faut un intermédiaire. Le plan du haut est le même que le plan du bas, à ceci près que l'intermédiaire, lui, il cultive la verticalité, d'où l'intérêt de cultiver la spiritualité. Si vous ne cultivez que la forme, alors vous êtes forcément perdant. Et surtout, chose très importante, que les gens ne savent pas, c'est que c'est bien beau de transmettre une information au chevalier ici présent. C'est très bien. Mais lui, comment il va interpréter la vibration? Comment il va la restituer? C'est là le problème. Il est là, le vrai problème, il est là. Et c'est pour cela que dans l'instrument de musique, on a dissimulé une petite partie cylindrique. Elle est là, comme ça. Elle est cachée, elle est légèrement sous le pied gauche du chevalet. Et vous savez comment elle s'appelle? Exactement, elle s'appelle l'âme. C'était une conférence que j'avais faite d'ailleurs pour la Malandroup à Carmaling il y a quelques années, sur organologie instrumentale et vibrations divines, ça s'appelait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si vous déplacez l'âme un tout petit peu, mais un tout petit peu, 3 fois rien, eh bien, la vibration, c'est-à-dire l'information que vous recevez là, est totalement erronée. C'est-à-dire que vous perdez une foultitude d'harmoniques, c'est-à-dire les notes qu'on entend ou même qu'on n'entend pas, mais qui sont là, qui amènent la richesse, qui amènent le relief, qui amènent la vie dans sa totalité. Donc, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce que nous propose l'instrument de musique là? L'instrument de musique nous propose ni plus ni moins d'aligner nos différents corps. C'est ça. Et comment faire pour aligner ces corps? Il y a des conférenciers qui vous en parleront. Mais pour aligner ces corps, il faut être à l'écoute de soi, déjà d'une part, parce qu'être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de toute verticalité, évidemment. Et si vous retirez l'âme de l'instrument, vous aurez un son. Ben alors vous aurez un son avec une pauvreté d'harmonique. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est hallucinant. Donc, à l'instar de l'instrument, l'âme de l'homme est cachée. Bon, on connaît son siège, il est au cœur, hein, pas l'organe palpitant, hein, là au centre de tout, là ici. Hein. Là, c'est le siège de l'âme. D'ailleurs, quand vous quittez votre corps,
et que vous voyez, moi je l'ai fait 2 fois, mais malgré moi, une fois à 19 ans, une fois à 25 ans, j'ai pas refait. Parce que quand je suis rentré, j'ai vraiment flippé. Mais j'ai vu le fil d'Ariane et il partait de là. Moi je l'ai vu de là en tout cas. Je sais pas où vous l'avez vu vous, mais voilà. Donc très intéressant. Et quand ils seront, évidemment, c'est la mort. Mais en vérité, quand ils seront, c'est la mort, ou plutôt... Eh ouais, hein? Tout le monde est d'accord? Eh ouais, la mort, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, un jour, je disais à ma mère spirituelle, Joël Perrois, que certains connaissent, je lui disais, ah Joël, il y a longtemps, parce que j'ai changé. Ah Joël, j'ai peur de la mort. Elle m'a répondu, mon pauvre enfant, tu auras plus mal à ta naissance qu'à ta mort. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire, effectivement. Parce que la mort, c'est rentrer dans la réduction, dans la caisse de résonance, avec ses contours et ses limites. La naissance, je veux dire, c'est l'incarnation, la naissance, on rentre dans le limité, vous voyez bien. Mais la mort, finalement, on s'en libère, quoi. Je crois que c'est Mikhail Omram Ivanov qui disait, c'est comme quitter les chaussures trop étroites. Je mets bien. Ouais, le bulgare. Du mont Rila. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que sur l'instrument de musique, on a quelque part une information précieuse sur le travail que nous devons effectuer sur nous-mêmes afin de restituer des informations justes. D'ailleurs, il n'est pas fou, Ulysse. Pourquoi Ulysse, il s'attache au mât de son navire? Parce que c'est là où c'est le plus calme sur un navire. Moi, je suis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je peux vous dire que si vous voulez moins subir le mal de mer, c'est le centre, hein, tout de suite. Sinon, c'est la gerbe tout de suite. Et donc, il se met au centre de son navire, donc il se fait attacher au mât, c'est là où ça tangue le moins. Comme dans un cyclone. C'est dans l'œil du cyclone que tout est calme. En périphérie s'agitent les satellites fous de nos passions humaines. Vous comprenez bien. Donc il s'attache au mât de son navire et comme ça il ne cède pas évidemment à celles qu'on appelle les voix des sirènes. Bon, mais vous avez compris ce que ça voulait dire, toute la parabole est expliquée. D'ailleurs, vous savez, quand on parle du son qui crée la forme, il y a une expérience intéressante à faire. Vous prenez un arrosoir, vous coupez l'eau de l'arrosoir, vous mettez une plaque de cuivre ultra fine et de l'alimaille de fer encore plus fine dessus, et en fonction d'un note de musique que vous émettez par le goulot, vous avez des formes géométriques. Alors c'est intéressant ça, parce que ça voudrait dire que, quelque part, nous serions façonnés, si tant est on croit que l'astrologie est une science reconnue. Eh bien, c'est intéressant. Parce que le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Il a cette forme-là, le bélier, dans sa représentation iconographique. Vous voyez ? Il a cette forme-là, les cornes du bélier. Mais en vérité, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un entonnoir, c'est-à-dire, en fait, c'est la création qui se déverse. Elle est recueillie par le second signe qui vient après, c'est le taureau. Michel Descendier, notre astrologue préféré présent, peut confirmer que c'est les représentations du bélier et du taureau. Hein. En fait, le taureau est un signe de terre, le bélier est un signe de feu. Donc, le taureau, là, ici, vous voyez, avec ses cornes, il accueille finalement, il est non pas passif, il est réceptif, comme une coupe qui accueille finalement le feu divin. C'est le Graal. Et ensuite, il fait exactement comme avec l'instrument de musique, cette création est transmise à cette boule, qu'on pourrait interpréter comme étant la terre, puisque le taureau étant un signe de terre. Et ensuite, nous avons ici, là, je ne vais pas continuer, mais ça, il ne faut pas que je pique la conférence à la causerie de Michel. Nous avons les Gémeaux, hein, c'est les Gémeaux, hein, Michel, qui sont là comme ça, vous voyez, ils sont tous les deux comme ça, mais ils sont reliés. C'est les Gémeaux, c'est les jumeaux aussi. L'homme, il est relié là, au début de la création. Il n'est pas divisé, il n'est pas dans la diabole, vous voyez. Il conserve son unicité. Et après, il évolue. Et à un moment donné, il la perd. Il la perd jusqu'à arriver à la fin, je crois que c'est le poisson, où là, on a ce signe-là. Il est relié, sauf que là, il a les oreilles, il s'ouvre à l'information. C'est fabuleux, ça. Quand on a compris ça, on se dit, mais c'est génial. Alors, très intéressant. Maintenant, il faut savoir aussi que le schéma que je viens de vous faire là, c'est en tenant compte que l'astrologie est rétrograde. L'astrologie est rétrograde, hein, Michel.
C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on part... Ah non, non, c'est aujourd'hui que l'astrologie rétrograde. Là, on vient de passer du Poisson au Verseau, mais en vérité, ça devrait être l'inverse. Je crois que oui. L'astrologie est rétrograde depuis 14 000 ans, à peu près. Et c'est confirmé d'ailleurs par le planisphère de Dendera, où on voit deux lions dos à dos qui s'inversent et qui font référence certainement au grand cataclysme. Bon, pour rentrer dans les détails là-dessus, ça serait un autre sujet, quoi. Donc, alors très intéressant pour comprendre ça. Quand Moïse inaugure l'ère du Bélier, il clôture l'ère du Taureau. En fait, parce que l'astrologie est rétrograde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce schéma-là qu'on a, on est dans le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on est passé du Taureau au Bélier, du Bélier au Poisson. C'est comment le Poisson déjà? C'est les deux poissons. Oui, c'est ça. Pardon, oui, c'est ça. Pardon. Voilà. Hein. Et après, c'est ça. Et ça, c'est le Verseau. Là, c'est le schéma que l'on vit aujourd'hui parce que l'astrologie est rétrograde depuis 14 000 ans. Hein. Ça, on le sait. Donc, Moïse, ici, vient clôturer l'ère du Taureau pour inaugurer l'ère du Bélier. Il clôture donc un signe de terre pour inaugurer un signe de feu. Mais pourquoi vous croyez que Moïse, il monte dans la montagne, qui prend une plaque de terre, donc signe de terre, qui la monte au ciel pour les faire graver en lettres de feu? C'est parce que ce sont les nouveaux commandements, c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, on quitte le Taureau pour le Bélier, et donc qui règne non plus l'élément terre, mais l'élément feu. C'est pour ça que Moïse fait graver, tend au ciel et que le ciel grave en lettres de feu. C'est ni plus ni moins l'avènement du Bélier. Il redescend, Moïse, avec les nouveaux commandements, et il découvre quoi? Que le peuple refait le Taureau. Et ils lui ont dit, mais attendez, le Taureau, il a duré 1970 ans. Là, on rentre dans le Bélier qui durera 2015 ans. Il faut changer, les gars. Et ils font le veau d'or. Mais oui, non, il ne faut pas faire renaître le Taureau, c'est pas bon. Moïse maîtrise ce signe-là. Il le maîtrise parfaitement. Tellement bien d'ailleurs, il écarte les eaux pour franchir la mer Rouge. Il ne fait pas comme Jésus. Jésus, lui, il marche sur l'eau. Moïse ne le peut pas, puisqu'il ne maîtrise pas l'élément eau. Il maîtrise l'élément terre. Vous comprenez bien. Donc c'est pour ça qu'il écarte les eaux, lui. Sinon, il aurait fait comme Jésus. Il aurait dit, suivez-moi, on marche tous sur les eaux. Non, j'ai besoin de garder les pieds sur terre. Voyez. 2000 ans après, arrive Jésus. Alors Jésus, lui, il dit, bon, ça a changé, hein. Vous savez, les gars, on n'est plus au Bélier. L'allée de Sphinx, la tête de Bélier à Luxor, c'est très bien, mais ça, c'est parce qu'à cette époque-là, on exploitait l'énergie du Bélier et on savait s'en servir. Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère, c'est l'ère du Poisson. Et chacun sait que le nom de Jésus, d'ailleurs, en grec, c'est Poisson. Hein? Oui, d'accord, c'est son nom. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il va chercher ses disciples parmi les pêcheurs. Vous serez des pêcheurs d'âmes et vous serez des pêcheurs d'hommes. Hein. Donc on est vraiment dans la symbolique, complètement. Et là, qui crucifie Jésus à cette époque-là? Eh bien, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'a jamais voulu rendre le pouvoir. Parce que pour faire le passage du Taureau au Bélier, du Bélier au Poisson, et du Poisson aujourd'hui au Verseau, on est obligé de renoncer à ce qui a fait notre fortune. C'est-à-dire qu'on est obligé de laisser derrière nous ce qui a été pour se renouveler. C'est ça aussi le travail de transmutation, c'est le renoncement. C'est ce qu'on discutait avec Yacine à propos de la chenille et du papillon. Vous savez, la chenille, quand elle s'enferme dans sa chrysalide, si vous ouvrez la chrysalide, vous n'avez pas de larve à l'intérieur, vous n'avez que de l'eau. Ça veut dire que la chenille s'autodissout, elle s'autodigère, carrément. Et à partir de ce travail alchimique, elle pourra devenir, et à cette seule condition, un papillon. Donc, toute forme de pouvoir ne veut pas mourir, puisque tout ce qu'il a acquis a été acquis sur les énergies précédentes, a fortiori quand on arrive à la fin d'un cycle. Vous imaginez quand vous avez acquis fortune, gloire, puissance, influence, et qu'on vous dit c'est bien maintenant, mais là on passe à l'ère du Verseau, il faut tout laisser de côté là. Ah, c'est la montée de Golgotha pour certains. D'où l'expression, il sera beaucoup plus difficile pour un riche de rentrer au royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Oui, non pas le chat de l'aiguille à tricoter, hein. Vous avez bien compris, hein. L'aiguille, c'est une des portes de Jérusalem.
sur laquelle d'ailleurs il y avait la porte cochère et la porte piétonne. Et on retirait les bas des animaux pour leur permettre de passer et de rentrer dans la ville. En fait, ça symbolise ni plus ni moins que se dépouiller de ce qu'on appelle ses richesses, quoi. Ou dans d'autres cas, ses métaux. Donc, vous voyez, le renoncement est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le pouvoir, au début de l'ère du poisson, on va condamner Jésus. Parce que ça implique trop d'abandon. Aujourd'hui, le pouvoir d'aujourd'hui, il ne veut pas mourir non plus. Et d'ailleurs, après moi, le déluge, ça tombe plutôt bien, puisqu'on est à la fin de l'ère du poisson. Et il est pourri, le poisson. Parce qu'à chaque fin d'ère, on a un grand mythe qui apparaît. La fin d'ère du taureau, c'est le mythe d'Isis et d'Osiris. Vous savez, c'est Osiris qui se fâche assez méchamment avec son demi-frère, Seth. Ce dernier l'assassine et le coupe en morceaux. Isis récupère les morceaux épars de son époux et l'enveloppe dans une peau de taureau, c'est-à-dire en fait le résidu du taureau, la peau de taureau. Pareil, l'ère du bélier, la fin des pharaons égyptiens, c'est l'ère des rois pasteurs, on l'appelle l'ère des rois pasteurs. Et moi, ça m'a toujours interpellé, ça. Les Grecs, les Ptolémées, qui arrivent avec Alexandre, là, ben, c'était son premier généralissime, hein, Ptolémée Ier. On les appelle les rois pasteurs. Pourquoi ? Parce que c'est des Grecs de Macédoine qui sont à l'origine des gardiens de troupeaux de moutons. C'est pour ça qu'on les appelle les rois pasteurs. Mais ils arrivent à point nommé, puisqu'ils arrivent en fait et ils signent par là même la décadence de tout ce qui a fait la grandeur de l'Égypte. C'est la fin de l'Égypte et le début de l'avènement des Ptolémées via la branche grecque. Et c'est le début de la quête de la toison d'or. Et c'est quoi la toison d'or ? La dépouille du bélier. Pareil. Et là, on arrive à la fin de l'ère du poisson. Le poisson, voilà, est en train de pourrir, il ne reste plus que les arêtes. Et quand il ne reste plus que les arêtes, hein, tout s'arrête. Et c'est ce qui va nous arriver, hein, je peux vous le dire, garanti. Alors c'est quoi après l'ère du Verseau ? Ah bah ça c'est intéressant. Moi j'ai identifié tout de suite le pouvoir en réticence pour passer au nouveau paradigme. Quand ils nous ont masqués. Ah je me suis dit c'est génial. Parce que c'est tout ce qu'on vit là, c'est tellement d'enseignements, mais c'est d'une richesse absolue. Parce qu'en fait, en nous masquant, ils nous empêchent de passer à la nouvelle ère. Et surtout de prendre l'air, parce que le Verseau, c'est un signe d'air, A-I-R. Et le changement d'air, E accent grave, R-E, en nous masquant, il nous empêche de vivre les deux. Mais c'est normal. Ils ne veulent pas mourir. Ils sont comme ceux qui ont condamné Jésus avant. Hein. Et ceux qui marchent sur les crêtes, ils finiront placardés pareil. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je l'ouvre de moins en moins. D'ailleurs, au début, je disais, mais j'essaie d'éclairer les gens. Puis après, je me suis dit, après tout, chacun sa live. Hein. C'est déjà suffisant pour moi, hein, croyez-moi. Donc, vous voyez, ça, c'est des programmes vachement intéressants. Et alors, là où on a un souci, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Pas vous et moi, hein. Nous avec nous-mêmes, je veux dire. Et je vous ai concocté quelques éléments. Alors, je regarde l'heure quand même. J'ai combien de temps encore, Jean-Michel ? C'est mon sablier, Jean-Michel. Oh, c'est trop, monseigneur. Bah, écoute, j'ai fait... Ah bah disons, j'ai prévu trop alors. Bah, j'ai vraiment prévu. Bon, bah oui, effectivement, j'ai trop de choses à vous dire. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Bon, bah écoutez, je vais vous parler un petit peu des indications qui nous permettent de comprendre qui nous sommes. Parce que en astrologie, souvent on dit que le signe, c'est les bagages avec lesquels on arrive, et l'ascendant, c'est ce qu'on doit acquérir. Et c'est vrai que l'ascendant, généralement, c'est une sorte de via dolorosa, parce que maîtriser son ascendant, c'est loin d'être facile. Alors, on a d'autres indications aussi, nos noms de famille. Voyez-vous, nos noms de famille, nos noms aussi, des fois, nous donnent des indications sur ce que nous pourrions être, ou ce que nous pourrions envisager comme projet de vie. Et j'ai plusieurs exemples comme ça que j'ai trouvés dans mes recherches. Par exemple, le dieu Ra. Si vous inversez son nom, ça fait le radieux aussi. Voyez. Et quand on sait ce que veut dire ce mot en termes lexical, c'est plutôt intéressant. Alors, par exemple, vous voyez, le dieu gaulois Bélénos, il a disparu. Mais son pendant féminin a subsisté. Bélissama, la déesse gauloise, elle a subsisté. Elle est devenue Massabielle. Le nom de la Vierge Marie en occitan. La grotte de Massabielle en fait partie. Voyez ? Donc on a ça, par exemple. Alors on a aussi plus subtil et à la fois plus effrayant. Moi, j'ai découvert ça aussi à mon contact avec Joël Perrois,
quand je travaillais sur la musique de la Renaissance française. Et j'ai travaillé sur la matière médicinienne, notamment sur la grande Catherine de Médicis, hein, qui était une personnalité très intéressante, très ambiguë, bicéphale. Bon, faut pas comme l'interpréter comme on l'a fait dans La Reine Margot, par exemple. Elle était bien plus subtile que ça. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a travaillé d'arrache-pied pour permettre la paix entre catholiques et protestants. N'empêche que quand on s'est posé la question, savoir qui a assassiné Henri IV, moi j'ai eu une indication, et c'est que j'ai pensé que c'était probablement sa femme, parce que c'était son destin à sa femme. Pourquoi elle aurait assassiné son mari? Parce que d'abord, il envisageait une guerre avec les États catholiques de l'Est de l'Europe, en plus pour les yeux d'une jouvencelle. C'est en fait vraiment connement en plus. Et elle a empêché cette guerre inutile et coûteuse en hommes, en vie humaine, et surtout économiquement parlant, parce qu'elle était très économe. Et en fait, pourquoi c'est elle qui a envisagé cet assassinat? Parce que dans son nom, Médicis, vous avez Médicis, 1610, la date de l'assassinat d'Henri IV. Oui, c'est intéressant. Encore plus intéressant, vous trouverez ça dans aucun livre d'histoire, parce que ça c'est pareil, j'ai trouvé ça, ça m'a été donné pareil, en marche méditative. C'est que quand Robespierre a créé son deuxième comité de salut public en l'an 2, il a nommé 11 personnes avec lui. Ils étaient 12. À partir de ce moment-là, on a des textes qui nous racontent qu'on les appelait les apôtres de la Révolution. Génial. Les apôtres de la Révolution, évidemment, avec Robespierre, le Pierre. Robespierre, c'est le Pierre des apôtres de la Révolution. On pourrait en rester là. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous vous souvenez du métier du Pierre des évangiles? Il était quoi, Pierre? Pêcheur. Et Maximilien de Robespierre, il était quoi? Et donc, de Robe et Pierre. Vous imaginez le truc quand même? Jusqu'où va se loger le côté psychopompe des noms de famille? Ah ouais, non mais attendez, c'est juste... c'est très intéressant parce que ça vous permet de comprendre un peu... c'est pareil, alors, vous avez d'autres types... Alors, on a reçu avec... non, Jean-Michel ne l'a pas reçu. C'est moi qui l'ai reçu pour moi-même et Jean-Michel. J'ai reçu pour nous. On a reçu Jean-Baptiste Monge. Jean-Baptiste Monge, c'est lui qui va faire la couverture d'un CD qu'on va produire, qu'on va éditer avec Jean-Michel. Un CD chanté par Cécile Corbel, dont j'écris les paroles et les musiques. Et on a demandé à Jean-Baptiste Monge de faire les illustrations. Alors Jean-Baptiste Monge, c'est un des plus grands illustrateurs au monde, il faut le savoir, parce que c'est lui qui a dessiné les personnages de Willow, dernièrement de Ballerina, le Balrog du Seigneur des Anneaux, et puis bon. Et c'est surtout le grand spécialiste, si vous tapez Jean-Baptiste Monge, vous verrez ses dessins, c'est le grand spécialiste, c'est génial, quand je pense à cette histoire, c'est trop drôle. C'est le grand spécialiste des farfadets, des korrigans, des lutins, tous ces personnages un petit peu féeriques qu'on trouve dans nos forêts et dans nos mémoires ancestrales. Et je lui dis, tu vois, certainement dans ton nom, il devait y avoir une indication comme quoi tu étais prédestiné à faire ça, quoi. Et il rentre chez lui, il me rappelle, il me dit, ah, tu m'as rendu fou, c'est fou, j'ai trouvé. Monge, c'est gnome. Vous voyez? Il a trouvé. Et moi, mon nom de famille, c'est Tixier. Et mes ancêtres étaient, alors du côté de mon père, ma mère, ils étaient bretons, du côté de ma mère, ils étaient de l'Auvergne-Limousine. C'est mes ancêtres qui fabriquaient les tapisseries d'Aubusson. On s'appelait Tixier en toile, Tixier du Tarderon, Tixier de Lavaux, Tixier de la Chapelle, Tixier de Vignoncourt, c'est de ma famille aussi, hein, le dernier duelliste. Et alors en fait, le Tixier, c'est aussi le tisserand. C'est celui qui tisse les choses entre elles pour en faire un objet unique. Et moi, je suis reconnu comme étant un spécialiste des arts croisés, parce que j'ai toujours considéré que toutes les formes d'expression artistique relevaient du même langage. Mais c'est aussi celui qui tisse sage, le tissage. Donc c'est un programme de vie pour moi qui doit m'amener à plus de sagesse et surtout à faire taire le mental. Allez, je peux vous dire que pour un mercurien, c'est costaud, hein. En plus là, on est en plein sous l'égide de Mercure. Donc vous voyez, nos noms de famille nous permettent quelque part
de trouver notre dimension. Pour rester en Vendée, et je vais certainement terminer là, parce qu'après, sinon, il n'y aura plus de place pour les questions. Dans le reportage, dans le film documentaire que Canal+ fait avec Le Puy du Fou, ils m'ont invité pour parler du général Charette. Pourquoi ? Parce que j'ai donné une piste sur l'identité du général Charette, grand chef vendéen, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a eu une vie de héros ascensionnel. Hein, Michel, on peut le dire. Ouais, tu en parleras demain. Oui, et en fait, c'est un personnage qui est, comment dire, qui est emblématique dans le sens que il est fidèle à son roi jusqu'au bout. Et je pense que si on parle du général Charette et qu'on traduise sa geste par celle des Vendéens, alors on peut dire que nous sommes des êtres spirituels. Et on nous a souvent traités de catholiques, nous les Vendéens. On n'est pas les catholiques qu'on a décrits, pas du tout, parce qu'on a eu aussi nos guerres de religion. Hein. Il y a eu beaucoup de protestants en Vendée. On a eu aussi, vous savez, on retrouve encore même sous les menhirs des artefacts, des objets qui datent du 18e, 19e siècle, comme quoi on avait encore le culte des pierres levées, des menhirs et autres dolmens. On a toujours gardé ce lien-là. On dit qu'on est des catholiques fanatiques, mais non, parce que on adapte notre spiritualité, j'ai envie de dire, au soubresaut de l'histoire, du moment, de nos évolutions personnelles. Je crois que en fait, de faire un colloque autour de Saint-Michel et surtout d'appuyer sur l'aspect alchimique de ce grand principe masculin, ça me semble intéressant. Et je terminerai avec Mélusine, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de Mélusine, qui est le pendant féminin de Saint-Michel. Mélusine, vous savez, c'est la fameuse femme qui est capable d'incarner les 4 éléments de la nature à la 13e heure. Elle demande à son époux Raymondin il lui propose des épousailles. Elle lui dit c'est d'accord, mais tu me laisses tranquille à la 13e heure. Pourquoi ? Parce qu'à la 13e heure, en fait, elle va pouvoir retrouver toute sa quintessence au travers de ces 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et puis la terre, évidemment. Pourquoi la 13e heure ? C'est très curieux, parce que la 13e heure, c'est l'heure qui n'existe pas sous le cadran. Vous savez, le cadran, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est le cercle. Et la 13e heure, c'est la seule qui est hors du cadran. Trésor. Si vous cherchez le trésor, c'est dans la suspension du temps. Parce que n'oubliez pas que finalement, la bête, c'est le temps. Le 666. Combien de secondes pour faire une minute ? 60, premier 6. Combien de minutes pour faire une heure ? 60, deuxième 6. Et un cycle complet, c'est 24 heures, soit 4 et 2, 6. Donc si vous cherchez l'identité de la bête, c'est le temps. Et quand vous entendez les gens dire « le temps me bouffe, je suis bouffé par le temps », c'est Chronos. Et il fait quoi ? Il mange ses enfants. Donc si vous êtes prisonnier de la contingence du temps, alors vous tournez en rond. Alors que la vérité réside dans le fait de tourner en rond. Place aux questions. Merci Laurent Tixier. Merci Laurent. Merci. Oui, on passe aux questions. 10 minutes de questions. 10 minutes quand même. Oui, quand même, oui. Quelle belle introduction pour ces journées d'alchimie. Merci beaucoup Laurent. Donc 10 minutes de questions. Vous me faites signe, je vous apporte le micro. Je vous ai gardé quelques... Ah. Mon cher Laurent, ça marche ? Oui. C'est quel prodigieux magicien tu es. Tu es vraiment merlinien. Hein ? D'abord, j'ai échangé avec mon voisin tout à l'heure, comme ça, en aparté. Tu as fait tout de suite ce que Jacques Lacan, le grand psychanalyste, était capable de faire à partir du langage, c'est-à-dire une reconstruction du monde. Et ça, c'est important. Effectivement, tout est dans le jeu des correspondances.
Et on peut jouer à l'infini, c'est ce que disait un certain linguiste qui s'appelait Roland Barthes. Le langage est une fête. Et ça, tu sais le célébrer. Mais avec intelligence, parce que tu touches des domaines qui sont très sensibles, avec une analyse qui est tout à fait extraordinaire. Mais tout à l'heure, tu évoquais effectivement le héros ascensionnel. Bon, tu as bien fait. Bon, j'en parlerai. Je ne vais pas dévoiler ce que je vais dire demain, parce que le chevalier de Charette, monsieur de Charette, on dit foi de Charette, monsieur de Charette, dit-on en vendéen, est un personnage qui, effectivement, s'inscrit dans une archétypologie du héros ascensionnel. Il ira jusqu'au bout. Je pourrais le comparer à un autre qui s'identifiait à Charette, qui s'appelait Frotté, le comte de Frotté, qui était fusillé à Verneuil et qui avait choisi, voilà, bonjour, et qui avait choisi comme nom de guerre Blondel, c'est-à-dire le ménestrel fidèle à son roi, c'est-à-dire à Richard Cœur de Lion que tu as brillamment évoqué tout à l'heure. Bon, il est évident, alors là, je voudrais m'en sortir un petit peu par le côté gauliard, farcesque, un petit peu comme au Moyen-Âge, hein, les clercs de la basoche et les enfants sans souci. Avec le langage, on peut effectivement mettre en scène un monde qui est tout à fait un monde invisible, impalpable, en tout cas étranger à un monde de la construction et de la norme dans lequel nous vivons, qui est un monde presque de structuralistes et de dinosaures, hein, dont nous avons du mal à sortir. Et cela avait déjà été fait par les pétaphysiciens. Je pense à Alfred Jarry, je pense à Loulipo aussi, de Raymond Queneau, qui ont créé un mouvement, alors qui m'intéresse beaucoup puisque tu connais le circuit, c'est le Symbalum Pataphysicum. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Parce que il y a, vu de l'extérieur, si on fait une étude un petit peu académique, universitaire, bon, quelque chose qui peut passer pour une farce, mais en fait, c'est une farce qui est très sérieuse. Sur le fond, sur une saisie du sens qui échappe au sens commun. C'est vrai qu'on ne peut peut-être pas refaire le monde, mais on peut défaire l'immonde. Nous venons d'accueillir la Marlande Drup. Pardon, mon cher Frédéric. Juste une petite chose sur Charette. Quand il a été pris à la chapeauterie, celui qui l'a pris, le chef qui l'a pris, je ne sais plus comment il s'appelle, mais... C'est Travaux, non Travaux. C'est quel dommage, tout est perdu. Et Charette a dit, non, rien n'est perdu. Oui, c'est Nous vrai. sommes la jeunesse du monde. Oui. Ouais. Nous sommes la jeunesse du monde. C'est prétentieux, hein, pour un Vendéen. Je ressors ça de... Prétentieux, c'est celui qui est prétentieux. Moi, j'ai ça qui oriente toute ma vie depuis des années. Voilà, pardon. Ouais, c'est bien, Wilfried. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ah, une autre question. Oui. Laurent Benveni, je me disais que Laurent, c'était une belle marque, finalement. Donc, je voulais savoir si vous pouvez prolonger la réflexion sur ce que Brodel appelait la biologie des territoires, c'est-à-dire l'impact du sol, l'impact du territoire sur ce qui fait l'identité d'un territoire. Je sais qu'en reprenant les textes de Chrétien de Troyes, un roi, une terre, quand il dit ça, on comprend que on est aussi façonné par ce sol qui rayonne. Et à la seule condition qu'on puisse aussi comprendre sa résonance. C'est comme un instrument de musique, en fait. J'ai l'impression que les territoires sont comme des instruments de musique et que chaque nation devrait pouvoir jouer une partition, enfin pas sa partition, parce que c'est une partition commune, mais sa ligne de jeu à partir de son territoire. Et je pense que d'ailleurs, on dit que les êtres humains ont des emblèmes totémiques, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à des animaux, mais je crois qu'on va découvrir sous peu aussi qu'on est rattaché au sol, parce qu'on va commencer à accorder une importance au sol, comme on a accordé une importance aux animaux, plus récemment aux végétaux, et on va avoir cette même approche avec le sol, et on va se rendre compte finalement qu'on vit sur un sol qui est extrêmement vivant, agissant, et surtout qui a une organologie toute particulière. Et ça, Jean-Michel, il a très très bien compris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on défend l'idée d'une nouvelle armorique. Enfin, moi je le suis parce que là-dessus, il est assez fou pour faire un truc comme ça. On va se mettre tout le monde à dos, mais ça va être génial. C'est génial. Et je pense qu'effectivement, quand on va découvrir ça, alors on sera content de jouer par exemple de la viole de gambe. Ou ce sera peut-être du cornet à bouquin.
je ne sais pas encore, mais quand on va commencer à comprendre qu'effectivement les territoires ne sont pas simplement des poussées de relief faits au hasard de je ne sais quel marionnettiste, mais qu'au contraire, ils s'inscrivent dans un schéma qui permette à ceux qui s'incarnent dessus de pouvoir travailler avec la matière en bonne intelligence et en reliant le haut et le bas. Car c'est ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour garder le lien entre l'esprit et la matière, évidemment c'est l'âme qui fait le lien. Hein, c'est ce que j'expliquais par l'organologie instrumentale, et qu'il nous faut de l'action, mais pas trop non plus. Comme on disait avec Yacine, trouver des points d'équilibre. C'est pas pour rien d'ailleurs que Saint-Michel, il a une balance dans les mains. C'est qu'il invite à la mesure, c'est ce qu'on disait avec Yacine. Il invite à la mesure, il invite surtout aussi à équilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire à se recentrer, à annexer aussi tous ces centres. Et je pense qu'on va découvrir quelle est la réalité de ce territoire. Et quand même, quand on reprend ce schéma-là, moi, je ne sais pas, mais ça devrait nous interpeller, tout ça, là. Ces points qui nous relient, là, quand même. Est-ce que c'est le fruit du hasard ? Alors ça, on en avait parlé avec la Malandroupe sur la ligne Saint-Michel, hein, tu te souviens, Frédéric ? Et là, nous, on a notre pyramide ici, quand même. Hein, et on a notre ventre ici qui met les choses en gestation. Donc je pense que nous sommes reliés. Et la Grande Vendée est le marchepied, comme se plaît à dire Jean-Michel, de notre projet beaucoup plus fédérateur, de ce grand quart nord-ouest, qui est, à mon avis, prometteur, si tant est qu'on comprend sa réalité intrinsèque, et surtout, finalement, qu'est-ce que ce territoire peut produire en termes de résonance. C'est ça surtout qui est intéressant. Ça, nous avons ça en commun. Indubitablement. D'ailleurs, si on s'est incarné sur ce sol, ou si on y est venu dès notre plus tendre enfance, ce qui est mon cas, et Saint-Exupéry dit bien qu'on est du pays de son enfance, eh bien, je pense que c'est pour y faire quelque chose. Moi, j'ai porté haut les couleurs de la Vendée. Michel Vital de Bossé peut en témoigner. Hein, à travers toutes les œuvres artistiques, je suis allé très loin, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, porter la Vendée, quoi. Hein. Bon, voilà. Le massif armoricain est le massif volcanique le plus ancien de la planète. Oui, là, il y a... Donc, nous sommes sur les volcans les plus vieux de notre planète Terre. Alors là, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pas rien. Hein. Vas-y, Frédéric, prends-moi en photo. La face, c'est mon meilleur profil. Ce sera la dernière question. C'est pas une question. Oui, c'est avec le dessin du dragon, là. Oui. Il y a un endroit assez particulier. Je te le soumets, tu me diras ce que tu en penses. Ou je te moussais, c'est pareil. Hein. C'est au Veillon. La plage la plage du Veillon. Et la lagune qui est extraordinaire. La voilà. rencontre du bassin aquitain qui soulève le massif armoricain. Exactement, cet endroit-là. Mais bien sûr, avec une stratographie très nette. Ouais. Oui. Et si tu veux, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que c'est un lieu où il y a beaucoup de pierres et de dolmens dans ce. Et ce qui est, comme on sait très bien que la religion catholique a toujours posé sur les lieux anciens, ils ont donc l'abbaye qu'ils ont appelé lieu Dieu. Oui, complètement. Alors là, qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est étonnant. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. C'est qu'en fait, cette stratographie-là est extrêmement démonstrative de la poussée par le sud de l'ère chrétienne, qui part, on sait, d'Alexandrie et qui remonte et après qui arrive à Rome. Et c'est la poussée du monde chrétien qui soulève le monde païen, tu vois. C'est comme ça que moi j'ai interprété ça, surtout à cet endroit-là, très précis. D'ailleurs, c'est jalonné par plein d'églises intéressantes, comme celle de Saint-Nicolas de Brême, par exemple, où tu as un dragon ailé, avec un homme qui est assis dessus en train de lire un livre. Attends, c'est génial. Plus loin, tu as un saint décapité. Là, c'est une invitation, vous savez, à mettre le mental et le porter sur son cœur, c'est-à-dire calmer le mental et laisser la place à l'âme. Je pense que effectivement, pour moi, en plus le calcaire, c'est vraiment c'est la pierre qui a permis à Rome de se bâtir. Alors que le granit, c'est justement le monde païen. C'est que de la symbolique, évidemment. Je pense que c'est pour ça que c'était juste finalement. Le monde celte devait laisser la place. C'est le mythe un petit peu de. Vous savez, ce prêtre troyen qui explique à tout le monde, mais ne faites pas rentrer le cheval de Troie ici. Laocoon.
Hein, le prêtre Laocoon qui dit ne faites pas rentrer ce cheval de bois dans la cité. Je suis sûr qu'il est creux. Et il jette une lance pour prouver que le cheval est creux. Effectivement, ça sonne creux. Et avec ses deux fils, ils interviennent. Ils disent ne laissez pas rentrer le cheval, c'est votre perte. Et à ce moment-là, il y a des serpents gigantesques, ça c'est dans la mythologie, hein, qui surgissent de terre et qui agressent Laocoon et ses deux fils, qui meurent sous les morsures. Quoi. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si vous intervenez sur quelque chose qui est en cours, eh bien, vous serez haché menu. Et d'ailleurs, la chute de Troie, on dit, donnera naissance à Rome, avec le mythe d'Énée et compagnie. Quoi. Donc je pense que c'était inévitable. Et on sait que même si les évangélistes sont venus très souvent d'Irlande dans notre territoire, n'empêche que la poussée vient du sud. Hein, l'ère chrétienne démarre du sud et soulève le monde païen pour l'amener effectivement à sublimer en fait ces rituels, quoi, qui vont demeurer très longtemps, mais avec une forme de christianisation. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai toujours interprété cette vision stratigraphique de cette côte vendéenne surprenante. Merci. Laurent Tixier.